collègues. Je vais essayer de ne pas être redondante, évidemment, avec tout ce qui vient d'être dit. Je me joins, évidemment, aux encouragements, et aux remerciements, aux félicitations. Notre groupe, vous le savez, mène ce combat de l'égalité femmes-hommes dans cette Assemblée depuis de longues années. Et on est heureux de voir que nous ne sommes plus seuls sur ce sujet-là. Puisque, vous le savez, c'est important pour les femmes de notre département d'être considérées, de voir que leur situation et leur vie est prise en compte dans nos politiques publiques. Et c'est le cas parce que des luttes féministes de ces dernières années ont porté leurs fruits. Vous rappeliez la création d'une cellule en interne pour signaler les violences sexistes et sexuelles. C'est la loi qui nous y oblige, une loi de 2019 sur la transformation de la fonction publique. Et si nous parlons aujourd'hui de ce sujet en assemblée publique, c'est parce qu'il y a une loi de 2014 qui oblige les collectivités à rédiger ce rapport sur l'égalité. Donc évidemment, il y a l'engagement de notre institution, mais la loi qui nous y oblige, je pense, doit aussi nous amener à être d'autant plus innovants sur ces questions-là. Sur la première partie du rapport, je vais essayer d'être rapide puisque ça a été déjà évoqué. Les femmes, elles sont donc 70% des effectifs totaux, mais elles occupent seulement 56% des postes d'encadrement. Il y a peut-être là à voir une question de formation et de recrutement des cadres. Il y a des fortes disparités sur les filières et les métiers, notamment surreprésentés dans la filière médico-sociale. L'égalité salariale, on en a parlé, l'écart de rémunération reste aux alentours de 9%. Des explications peut-être peuvent provenir notamment des temps partiels, puisque nos agentes sont à 94% des femmes en temps partiel. Et donc cette très forte prédominance du temps partiel féminin peut laisser penser que la répartition genrée des tâches dans le couple perdure largement et donc à leur détriment. Alors certes, des actions ont été conduites, la généralisation et la formation égalité des référents emploi et compétences, c'est important car il faut effectivement travailler sur la question de l'égalité dès le recrutement. Malheureusement, sur d'autres questions majeures relatives au parcours professionnel ou aux écarts de rémunération, les inégalités demeurent criantes. Il reste donc dans plusieurs domaines des marges de progression que notre département devra s'efforcer de combler et nous soutiendrons bien sûr la mise en œuvre de ce plan. Sur la deuxième partie du rapport, je voudrais insister sur deux sujets. Ma collègue l'a rappelé, les familles monoparentales et le deuxième sujet, le soutien aux villes qui sont engagées contre les violences. Sur le premier sujet, les chiffres nous le confirment. Dans le département, les femmes subissent une triple peine, un taux d'emploi inférieur à celui des hommes, 68% contre 73%, avec des temps partiels, je l'ai dit, beaucoup plus nombreux, des salaires horaires nets moyens inférieurs de 17% à ceux des hommes, et enfin les foyers monoparentaux qui sont tenus à 83% par des femmes. On le sait, il y a un lien quasi mathématique entre la monoparentalité et la pauvreté. Il y a près de 20% des familles monoparentales dans notre département. Et environ 40% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. Il serait intéressant d'avoir les chiffres du département. Ce sont les chiffres sur le territoire national. Donc ce serait pertinent d'avoir les chiffres du 92 sur le taux de pauvreté des femmes. Nous pensons qu'une politique publique spécifique doit être engagée pour soutenir davantage ces familles qui se trouvent fragilisées dans l'exercice de la parentalité, empêchées dans l'accès à un travail et donc à des revenus suffisants. À l'inverse de ce gouvernement qui stigmatise et qui veut sanctionner ces familles dont les enfants ont des besoins spécifiques et besoin d'un accompagnement renforcé, nous sommes convaincus au contraire qu'il est nécessaire d'aider et de soutenir les mères. Et vous partagez ce constat dans le rapport en indiquant qu'il y a effectivement un déficit d'accompagnement. Malheureusement, et là je rejoins ma collègue, le site internet de l'Institut des Hauts-de-Seine pour avoir des bons plans ou des conseils cuisine ne suffira pas à endiguer le problème. Il nous faut être davantage volontaires sur cette question. Notre collectivité doit être en mesure d'innover pour répondre à cet enjeu de solidarité et de cohésion sociale majeure. Cela passe notamment par l'accès aux droits, l'accès à des logements au loyer modéré, des modes de garde facilités, un soutien à la parentalité et ce dès le premier enfant. C'est pourquoi il est urgent de renforcer de manière significative nos services socio-territoriaux. Et là, vous l'avez déjà évoqué, le SST6 qui est en grande souffrance, des PMI qui sont fermés, des tranches d'âge, notamment dans les PMI, qui ne sont plus reçues. Enfin, voilà, nous avons déjà évoqué ces sujets. Et
pour terminer, je voudrais dire que la loi Asile-Immigration, dont ma collègue a rappelé les dangers, aggravera la situation déjà fragile de ces femmes qui pourraient bénéficier des aides, des différentes aides sociales. Enfin, je termine sur la nécessaire lutte contre les violences. Tout d'abord, au sujet de la prévention, le rapport décrit des actions entreprises dans le domaine de l'éducation et de la prévention à la vie affective et sexuelle, qui promeuvent notamment le respect, la responsabilité envers l'autre et l'égalité dans les relations amoureuses et les pratiques sexuelles. Nous soutenons d'autant plus ces actions que l'Éducation nationale, qui a l'obligation de sensibiliser les élèves sur ce sujet, ne le fait pas, ou très peu. Et nous le faisons, et nous avons raison de le faire. 62% des collèges en ont bénéficié en 2022. Allons plus loin, visons les 100%, car ces actions sont importantes. Les enquêtes sociologiques le montrent. La majorité des collégiens ont accès à des productions pornographiques fortement empreintes de violences exercées sur les femmes, présentées, elles, comme des objets sexuels. Enfin, nous pensons qu'il faut encourager et soutenir les villes qui prennent des initiatives et qui ont des projets innovants dans la lutte contre les violences. On le sait, vous l'avez dit, l'efficacité, c'est la proximité, c'est aussi le travail en réseau. Et donc, afin d'encourager davantage l'engagement de chaque commune dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et pour l'égalité femmes-hommes, il pourrait être envisagé, Monsieur le Président, de donner une prime aux bons élèves. Je pense notamment à Nanterre, à la Maison des femmes, qui a été créée il y a plus d'1 an et demi, qui est financée par la ville et qui n'est pas encore subventionnée par le département, alors même qu'elle accueille non seulement des femmes de Nanterre, près de 900 sur la première année d'activité, mais aussi des femmes d'autres villes, de Rueil, de Suresnes, de La Garenne, de Garches, et à hauteur de 30%, nous n'en fermons pas la porte. Elles ne disposent pas de ce type d'équipement public dans leur ville, donc nous les accueillons, tout comme nous accueillons les femmes qui nous sont orientées par les services du département. Aussi, je demande à notre Assemblée d'accorder une subvention pour le fonctionnement de chacun de ces lieux qui se mettent en place dans nos communes, puisque c'est en additionnant nos efforts, nous le pensons, que nous pourrons faire reculer les violences faites aux femmes. Je vous remercie.